Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Il y a deux sortes d'événements que les êtres humains ont bien du mal à comprendre. Les événements qui se déroulent sur des millions d'années et les catastrophes qui se produisent en quelques minutes ou quelques secondes. Parce qu'ils sont faits pour vivre un maximum de 100 ans, les gens ont bien du mal à accepter le fait pourtant prouvé que leur famille existe depuis 4 milliards d'années, ou que la prochaine dépression économique pourrait mettre un terme brutal et définitif au confortable mode de vie auquel ils sont habitués depuis leur enfance. Notre incapacité à comprendre les événements extrêmement rapides ou extrêmement lents fait que nous sommes incapables de nous adapter à l'époque actuelle, une époque où le nombre et la gravité des catastrophes ne cessent d'augmenter et où la planète Terre, pour la première fois de l'histoire, montre des signes très nets d'épuisement. Si la Terre est aujourd'hui une oasis confortable au beau milieu du désert infini que représente le reste de l'univers, c'est parce que notre forme de vie au cours des derniers milliards d'années a évolué et s'est divisée en une multitude d'espèces qui ont absorbé tellement d'énergie qu'il en est toujours resté très peu pour produire des catastrophes. Parce qu'ils sont apparus très tard dans l'histoire de la vie et parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose que ce monde calme et confortable, les êtres humains ont fini par croire que la planète était indestructible et qu'ils pouvaient polluer tant qu'ils voulaient, sans se soucier du reste, étant donné que la nature allait tout nettoyer par elle-même. Même l'invention de l'agriculture, qui a pourtant détruit des milliers d'écosystèmes, n'a rien changé à cette mentalité. Il est vrai que pendant des millénaires, le monde agricole a simplement copié les cycles de la nature et que nos technologies étaient beaucoup trop primitives pour qu'on puisse détruire les forêts tropicales, les pôles ou le fond des mers. Tous des endroits où de toute façon nous n'allions pas ou très peu. À cette époque-là, nos sociétés elles-mêmes copiaient ce qui se faisait dans la nature. La grande différence étant que des êtres humains prenaient alors la place des prédateurs, des proies et des parasites du monde naturel. Les hommes les plus violents étaient des prédateurs, les agriculteurs et les artisans qui produisaient de la richesse étaient des proies, alors que les soldats, les voleurs de grands chemins ou les mendiants étaient des parasites. Si les agriculteurs et les artisans qui faisaient les frais du système acceptaient alors de se faire diriger et voler par les nobles, c'était parce que le système était globalement profitable pour eux. Leur entente avec les nobles était exactement la même que celle qui existe aujourd'hui entre la mafia et ses victimes, c'est-à-dire qu'en échange de la protection qu'ils payaient aux nobles, les paysans obtenaient la tranquillité dont ils avaient absolument besoin pour produire le maximum de richesses. Il va sans dire qu'en cas de guerre, de famine ou d'épidémie, les paysans qui ne se sentaient plus protégés avaient tendance à se révolter. Il est cependant intéressant de constater que les multiples révolutions qui se sont produites au cours de l'histoire n'ont à peu près rien changé à la façon dont les sociétés humaines étaient gouvernées. Si c'est comme ça, c'est parce que l'espèce humaine n'a jamais connu qu'une seule forme de gouvernement, à savoir qu'une oligarchie se choisissait un chef dont la tâche était de diriger l'ensemble de la société. La monarchie, l'aristocratie et la démocratie ne sont que des variantes de ce système de base. Notons que dans la nature, il existe d'autres formes de gouvernement. Les insectes sociaux, par exemple, sont dirigés par une reine qui coordonne l'activité de ses milliers de sujets en émettant des hormones. Chez les éléphants, une matriarche dirige la tribu, alors que chez les lions et les gorilles, par exemple, cette tâche-là est confiée à un mâle dominant dont une des principales tâches et de défendre le groupe. Dans notre cas, à nous les humains, ça fait très longtemps que les historiens ont noté que les différentes variantes du système de base dont on parlait tantôt avaient tendance à dégénérer, à suivre une espèce de cycle. Par exemple, la démocratie, qui est le système actuellement à la mode en Occident, a fortement tendance à dégénérer en démagogie, c'est-à-dire que ceux qui veulent se faire élire disent et font n'importe quoi sans se soucier des conséquences. Du coup, toutes sortes de déficits ne tardent pas à apparaître dans la société où chaque individu et chaque groupe tentent d'obtenir toujours plus en donnant toujours moins, ce qui crée un chaos social qui débouche tôt ou tard sur une forme ou une autre de dictature. C'est tellement vrai ce que je dis là que la seule loi historique dont les historiens soient absolument certains, c'est qu'à l'anarchie succède toujours la dictature. On l'a bien vu lors de l'apparition de la première démocratie dans l'Athènes de l'Antiquité. Une démocratie qui était en fait une oligarchie, étant donné que les femmes, les esclaves et les étrangers n'avaient pas droit de vote.
Si les Athéniens des classes moyennes ont alors obtenu le droit de vote, c'était essentiellement parce qu'ils étaient puissants et armés. C'était parce que l'armée athénienne était composée de soldats qui se battaient au coude à coude pour défendre leur patrie. Si, par la suite, la démocratie athénienne a dégénéré, c'était parce que les Athéniens étaient tellement riches qu'ils sont entrés en décadence. Nous sommes ici en présence d'une deuxième loi historique qui s'est presque toujours vérifiée, à savoir que quand un groupe humain s'installe dans l'abondance pendant plusieurs générations, il se lance dans des excès d'alcool, de drogue, de nourriture, de sexe, de paresse ou de lâcheté, ce qui a vite fait de dépeupler, d'endetter et d'affaiblir le pays, ce qui permet à un dictateur local ou étranger de s'emparer du pouvoir. C'est précisément ce qui est arrivé dans la Grèce antique avec l'avènement d'un homme comme Alexandre. Notons que la dictature n'est pas inférieure à la démocratie, elle sert à autre chose. Il s'agit d'une adaptation à une situation d'anarchie où une population complètement désemparée accepte de se donner au premier leader qui lui propose des solutions très simples à ses problèmes complexes. Ajoutons que le progrès, le vrai progrès, a toujours été, est et sera toujours l'adaptation. Je parle en grand détail du très important et très actuel problème de la décadence dans le livre que j'ai mis sur Amazon. Il va sans dire que les dictateurs également ont tendance à dégénérer quand ils s'installent dans la richesse et les plaisirs. Si malgré cela, la dictature a tendance à durer beaucoup plus longtemps que la démocratie, c'est essentiellement parce que la richesse et la décadence affectent alors un tout petit nombre d'individus qu'il est possible de remplacer sans affecter le reste de la population. C'est ce qu'on voit lors des changements de dynastie. À ça s'ajoute le fait que la dictature est un système de gouvernement bien adapté au monde agricole, un monde qui a totalement dominé l'histoire de l'humanité pendant au moins 10 000 ans. Dans le passé, il est parfois arrivé qu'un changement politique majeur soit causé non pas par la dégénérescence des riches, mais par des progrès techniques qui ont donné le pouvoir à d'autres classes sociales. On en a eu un bel exemple à la fin du Moyen Âge en Europe, quand des régions maritimes comme l'Italie, la Flandre ou le nord de l'Allemagne se sont couvertes de cités-États qui étaient gouvernées par des marchands. Ce sont ces parvenus, en Italie notamment, qui ont lancé et financé cette révolution du savoir qu'a été la Renaissance. En ramenant sur les côtes européennes le savoir accumulé par une foule de civilisations vivantes ou mortes, les marchands italiens ont permis le développement d'une foule de sciences qui, depuis ce temps-là, n'ont pas cessé de se répandre à travers le monde. Une des principales conséquences de cette diffusion du savoir a été d'enrichir les classes moyennes, ce qui les a incités à s'emparer du pouvoir en lançant des révolutions violentes, comme en France, ou encore en faisant évoluer lentement les institutions de leur pays, comme c'est arrivé en Angleterre. La révolution industrielle, qui a été une des conséquences de la Renaissance, a encore renforcé cette tendance vers toujours plus de démocratie en rendant encore plus indispensable le savoir des classes moyennes. Malheureusement, l'enrichissement, ici encore, a eu les mêmes effets négatifs, notamment après la Seconde Guerre mondiale, où toute la richesse et la puissance qu'avait accumulé l'Occident pendant plusieurs siècles se sont évaporées en quelques décennies, au point où on a parfois l'impression que même en Europe, la civilisation occidentale est sur le point d'être remplacée par une autre moins corrompue. Le seul problème avec cette façon très traditionnelle de voir les choses, c'est qu'elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'un changement absolument fondamental s'est produit avec l'industrialisation de la planète entière. À savoir que pour la première fois de mémoire d'homme, c'est l'ensemble des environnements naturels qui produisent l'eau, l'air et la nourriture que consomme l'humanité qui sont en train de s'effondrer. Dorénavant, et ça c'est pendant très longtemps, l'histoire ne sera plus une affaire qui va concerner uniquement les êtres humains. Elle ne sera plus faite d'une succession de gouvernements, de dynasties, de peuples ou de civilisations qui vont se remplacer l'une l'autre dans un ordre plus ou moins logique. Non, c'est l'ensemble de l'humanité qui va être emporté, et ça c'est même si la catastrophe ne sera pas partout aussi grave. Évidemment, c'est pas parce que l'histoire est en train de changer de trajectoire que les êtres humains s'en sont rendus compte ou qu'ils l'admettent. Bien au contraire, de nos jours, c'est tous les peuples du monde qui refusent de changer de mode de vie.
Les Occidentaux, qui ont été les principaux bénéficiaires de la révolution industrielle, s'accrochent à l'idée que leur mode de vie de gaspilleur est garanti jusqu'à la fin de leur vie par des constitutions, des lois, des chartes de droits et libertés, des conventions collectives, des régimes de pension garantis, enfin, par toute une montagne de paperasse qui est censée faire barrage et empêcher le changement. À ça s'ajoute leur bébé gâté qui joue au généreux avec tous les déshérités du monde en dépensant l'argent des autres. Quant aux pays en développement, leurs habitants rêvent depuis si longtemps de vivre le rêve américain qu'ils accueillent avec mépris et indifférence quiconque vient leur dire que pour sauver la planète, ils doivent modérer leurs appétits de consommation et de croissance. La Chine et l'Inde, qui sont pourtant en train d'étouffer sous la pollution, font même tout en leur pouvoir pour augmenter cette croissance. Quant aux pays musulmans, ils croient vraiment qu'ils vont envahir le monde à coups d'enfants, alors que partout leur fécondité s'effondre à vitesse grand V. Il faut dire que nos chefs politiques sont complètement dépassés par l'ampleur des problèmes du monde actuel, ne font à peu près rien pour redresser la barre. S'ils ne savent pas quoi faire, c'est essentiellement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On l'a bien vu avec la crise des migrants en Europe, des sans-papiers qu'ils ont fait entrer par millions dans le but de remplacer les travailleurs qui partaient à la retraite, seulement pour découvrir qu'il s'agissait de gens sans formation qui coûtaient cher et qui désorganisaient les pays d'accueil. Pour échapper à leurs responsabilités dans cette affaire, nos politiciens ont fait comme d'habitude. Ils se sont mis à mentir et ont même passé des lois pour interdire aux médias et à la population de dire la vérité. Comme le but de ces incompétents-là a toujours été de passer l'obstacle des élections pour ensuite faire à leur tête, ça fait longtemps qu'ils ont pris l'habitude de promettre tout et n'importe quoi à la population tout en laissant s'accumuler toutes sortes de déficits. Déficit des naissances, déficit budgétaire, déficit du commerce extérieur, déficit des fonds de pension, etc. Et pour financer tout ça, ils sacrifient l'avenir en imprimant de l'argent à tour de bras, en créant d'immenses dettes nationales et en ne réparant plus les infrastructures. Si, malgré toutes ces pertes et ces négligences, la crise dont je parle dans la présente série de vidéos tarde tant à se produire, c'est essentiellement parce que les financiers qui contrôlent nos banques centrales, nos économies et nos politiciens maintiennent les taux d'intérêt artificiellement bas, ce qui permet au gouvernement et aux spéculateurs de créer de la croissance artificiellement en créant des dettes qui ne leur coûtent rien ou presque. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ça fait depuis la crise de 2001, soit depuis environ 17 ans, que les taux d'intérêt ont été maintenus à presque zéro. La seule exception étant la période de 2005 à 2008 où les banquiers ont fait l'erreur de les laisser remonter à aussi peu que 5%, ce qui a produit la crise des subprimes américains qui a failli jeter par terre l'économie mondiale. Depuis 2008, les banquiers ont compris la leçon et se sont arrangés pour retarder le plus longtemps possible le moment où ils seront obligés de faire remonter les taux d'intérêt. Évidemment, comme les hausses de taux d'intérêt servent à faire baisser l'inflation, les banquiers, de connivence avec les gouvernants, se sont dépêchés de cacher à la population le véritable taux d'inflation, ce qui leur a entre autres permis de mettre leur propre argent en lieu sûr ou encore dans des abris fiscaux, c'est-à-dire dans des pays où ils échappent complètement aux lois de leur pays d'origine. Dans les faits, la globalisation dont les médias nous vantent tant les mérites, c'est d'abord et avant tout une affaire de fraudeurs et de hors-la-loi. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, depuis 2016, le taux d'inflation est devenu tellement important que les banquiers ont été obligés de changer de tactique et de faire remonter les taux d'intérêt, mais très lentement. Évidemment, quand ce genre de tripotage aura fini de faire illusion et que la population aura compris que l'inflation est nettement plus élevée que ce qu'on lui dit, la plupart des gens vont refuser de passer leur argent sans recevoir d'intérêt. Du coup, les banques centrales vont être obligées de remonter les taux d'intérêt pour éviter que l'argent liquide ne disparaisse du marché, ce qui, bien sûr, va rendre presque impossible le remboursement de nos montagnes de dettes publiques et privées et ce qui va mettre la plupart de nos gouvernements en faillite. C'est à partir de ce moment-là que l'humanité va perdre le contrôle de la situation, qu'elle va s'enfoncer dans une dépression économique dont elle ne sera pas prête de sortir, étant donné qu'elle aura une origine essentiellement environnementale. Abandonnés à eux-mêmes par des gouvernements ruinés, les plus pauvres vont tellement souffrir de
du chômage et de l'inflation qu'ils vont probablement devenir aussi agressifs que les émeutiers du Venezuela actuel, qui est lui-même en faillite. Autrement dit, l'anarchie va s'installer, surtout dans les pays où les gouvernements auront laissé se développer des États dans l'État. Ce sera le cas dans plusieurs pays européens où des groupuscules venus de l'étranger ont créé des zones urbaines où les natifs n'ont pas le droit d'aller. Ça s'appelle des no-go zones. Dans le cas de l'Amérique du Nord, on a récemment vu apparaître dans les rues des justiciers autoproclamés qui se permettent d'agresser physiquement ceux qui ne pensent pas comme eux. À ça s'ajoute l'inquisition menée par les gouvernements et les médias occidentaux qui, à chaque fois que des policiers, par exemple, essaient d'arrêter un criminel à peau foncée. Ce qui fait que les forces de l'ordre refusent désormais de patrouiller dans les quartiers chauds. Un des avantages de ce retrait des policiers, c'est que les taux de criminalité dans ces quartiers-là ont beaucoup baissé, étant donné qu'il n'y a plus personne pour rapporter les crimes. Quant aux douaniers armés, qui défendaient autrefois les frontières, la rectitude politique les a tellement ramollis, ils ont tellement peur de perdre leur salaire et leur travail, qu'ils sont devenus des sortes de portiers d'hôtels qui transportent les bagages des faux réfugiés qui décident de venir profiter des services publics gratuits offerts dans les pays riches. Quand un pays s'enfonce comme ça dans le chaos, sa population devient vite tellement frustrée et angoissée qu'elle finit par se jeter dans les bras du premier leader qui lui promet de trouver rapidement et d'appliquer rapidement des solutions à ces nombreux problèmes. C'est pour ça qu'en période de crise, les grands hommes sont toujours très nombreux à sortir de l'obscurité et à monter vers le pouvoir pour y bousculer les incompétents qui n'ont pas su faire face à la crise. Une dictature, et ça les gens doivent le comprendre, ce n'est jamais l'œuvre d'un seul homme, c'est l'œuvre d'un parti ou d'un groupe d'individus. Or, pour s'emparer du pouvoir, ces gens-là ont deux options, soit faire un coup d'État, ou soit se faire élire régulièrement pour ensuite masquer leur dictature sous des dehors faussement démocratiques. C'est la tactique qu'a employée par exemple le parti de Vladimir Poutine en Russie. Ordinairement, les coups d'État sont faciles à réaliser dans un pays en proie à l'anarchie, étant donné que la population a complètement perdu confiance dans le système en place. C'est la même chose du côté de l'armée, de la police et des fonctionnaires qui sont tellement désemparés et divisés sur la conduite à suivre qu'une sorte de flottement finit par s'installer dans la machine de l'État, ce qui facilite énormément le travail des putschistes. Comme les coups d'État sont des affaires secrètes qui impliquent forcément très peu de monde, ils commencent ordinairement par l'arrestation des chefs politiques du pays, par l'occupation militaire de ses principaux points stratégiques, par l'imposition d'un couvre-feu et par la fermeture des postes de radio et de télévision, tout ça dans le but d'empêcher les gens en place d'organiser une contre-attaque. Quand ce coup d'État-là est déclenché au moment où le mécontentement populaire est à son maximum, les conspirateurs peuvent ordinairement compter sur le ralliement rapide de l'armée, de la police, des fonctionnaires et de tous les mécontents qui se font alors un plaisir de regarder ailleurs pendant que les putschistes font le ménage autour d'eux. Profitons-en pour mentionner que dans un pays en proie à l'anarchie, la violence est le seul moyen qui permette de rétablir rapidement l'ordre et de relancer l'économie et la machine de l'État. Ça ne sert à rien ici de se bercer d'illusions. Si les dictateurs utilisent la brutalité plutôt que les caresses, c'est bien sûr parce qu'il s'agit d'un moyen rapide et efficace pour obtenir des résultats. Fermer les frontières en tirant sur ceux qui les franchissent illégalement, ça fonctionne. Torturer deux complices pour leur faire dire la vérité, ça fonctionne, surtout si on les interroge séparément. Contrôler des opposants politiques ou des terroristes potentiels en les tuant et en s'attaquant systématiquement à leur famille, ça fonctionne, etc. C'est ça la vérité. Tant qu'à utiliser la violence, il est probable que les dictatures qui prendront un peu partout le pouvoir durant la prochaine dépression économique vont en profiter pour remettre les pendules à zéro en annulant tout simplement les dettes nationales, en interdisant aux dirigeants d'entreprises de faire affaire avec l'étranger sans autorisation et malheureusement en éliminant les chartes de droits et libertés qui nous protègent. Si ce genre de réforme va effectivement libérer beaucoup d'énergie, ça ne changera absolument rien au fait que ces dictatures-là vont être elles aussi aux prises avec une crise de décroissance d'envergure mondiale, ce qui va les obliger à favoriser certains groupes plutôt que d'autres.
Or, l'histoire nous apprend que, en pareil cas, ce sont les plus faibles et les plus pauvres qui sont sacrifiés. Si c'est comme ça, c'est parce qu'une dictature qui commence est obligée de consolider son pouvoir en offrant toutes sortes d'avantages aux experts dont elle a absolument besoin pour faire fonctionner l'économie et le gouvernement. Nous touchons ici du doigt la principale contradiction à laquelle devront faire face les dictatures de l'avenir, à savoir que les technologies modernes favorisent l'émiettement du pouvoir en rendant absolument indispensable une foule d'experts qui sont issus des classes moyennes. Un autre exemple de ça, c'est l'Internet, qui rend extrêmement difficile le contrôle des informations auxquelles les peuples ont désormais accès. De nos jours, les principaux responsables de cette perte de contrôle à l'échelle internationale, ce sont bien sûr les démocraties qui laissent leurs citoyens écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, même la vérité. Comme ça augmente énormément l'anarchie de nos sociétés, il est certain que les dictatures de l'avenir vont s'attaquer en priorité à l'Internet, soit pour le débrancher, soit pour en restreindre l'accès à des territoires particuliers, comme ça se fait en Corée du Nord, ou encore en l'utilisant pour repérer et emprisonner leurs opposants politiques ou des gens comme moi, par exemple. Dans ce domaine-là, les dictatures de l'avenir auront intérêt à collaborer entre elles plutôt que d'essayer de se nuire. Dans le domaine militaire également, la technologie actuelle favorise l'émiettement du pouvoir. La bombe atomique, par exemple, favorise tellement la défense par rapport à l'attaque qu'une petite puissance comme Israël est assurée de pouvoir conserver longtemps son indépendance. Dans un contexte où tout le monde cherchera à éviter les conflits inutiles pour ne pas détériorer davantage les environnements naturels, la meilleure solution pour les dictatures de l'avenir sera ici encore de collaborer. Le plus probable sera qu'elles se diviseront le monde en sphères d'influence où elles empêcheront, si nécessaire par la force, toute nouvelle prolifération des armes de destruction massive. C'est déjà l'entente qui semble se dessiner dans le monde actuel. Si cette division du monde va favoriser l'unification de vastes ensembles régionaux, on aurait tort de penser que ça amènera forcément à la fin des nations. Au lieu de s'acharner à détruire ces très efficaces produits de l'histoire et de la géographie, nos futurs dirigeants vont plutôt avoir tendance à les laisser évoluer librement. Celles qui seront mal placées vont donc disparaître dans de vastes ensembles monoculturels, alors que d'autres, plus isolés, vont plutôt évoluer pour devenir de plus en plus homogènes, de façon à réduire au minimum les coûteux gaspillages produits par les conflits sociaux, culturels, linguistiques ou religieux que créent volontairement les actuels partisans de la mondialisation. La géographie, et non les hommes, va alors décider du sort futur des nations. Si vous avez aimé la présente vidéo, aidez-moi à la faire connaître en la recommandant à vos parents et amis. Salut!